Je vous propose de démarrer. Bienvenue à toutes et à tous au webinaire sur les appels à projets transnationaux piloté par l'ANR. Je rappelle juste que ces appels à projets transnationaux émanent de partenariats européens issus du cluster santé d'Horizon Europe. Donc, moi, je suis ravie. Je crois que c'est la 3e année consécutive que je co-organise ce webinaire avec mes collègues de l'ANR. Je suis Catherine Tostin-Desmar, donc une des membres du PCN Santé, donc Point Contact National Santé du cluster santé, bien sûr, au cluster 1, Horizon Europe. Et j'ai une toute petite présentation qui va pas être très très longue du tout, juste pour rappeler, alors je sais plus s'il faut encore expliquer qui nous sommes et ce que nous faisons, mais globalement nous faisons de la sensibilisation et de l'information sur le dit cluster santé. Nous sommes là pour répondre à toute question relative à ce cluster, aussi bien de la phase amont que la phase en cours de gestion de projet, ça peut nous arriver. J'ai réinscrit sur cette diapo tous les liens possibles pour nous contacter, donc il faut absolument pas hésiter. Vous pouvez nous retrouver, en tout cas nos informations sur le site europe.horizon.gouv.fr. Voilà, et puis juste des points d'actualité du point contact national. Alors pas uniquement santé, mais ça touche des sujets, ça c'est plus globaux, plus global, pardon. Et trois webinaires. Donc je ne compte pas celui d'aujourd'hui, mais on pourrait l'intégrer bien sûr. Demain, il y a un webinaire organisé sur la dimension éthique dans les projets Horizon Europe. Donc si vous avez la possibilité d'y assister, mais bien sûr tous les webinaires sont en replay, et également celui d'aujourd'hui. Donc demain de 15h à 17h sur la dimension éthique. Après-demain, le 5 décembre, un webinaire pour les primo-accédants. Donc si vous connaissez des personnes qui n'ont jamais goûté à Horizon Europe, il ne faut pas hésiter à leur donner l'information. Et puis le 6 décembre, de 10h à 11h40, alors c'est pas spécifiquement les PCN qui organisent ce webinaire, c'est nos collègues, les NCP Formation, qui est le réseau européen des PCN qui s'occupe des missions, donc un premier atelier en ligne centré sur le candidat. Donc encore une fois, tous les liens de connexion sur horizoneurope.gouv.fr, vous les trouvez sans aucune difficulté. Et puis pour parler d'aujourd'hui, donc un petit rappel sur le déroulé. Tout d'abord, Michael Joly et Florence Guillot vont introduire plus précisément ce webinaire sur ces appels à projets transnationaux, puis à nouveau Florence qui continuera sur RDRA, Michael sur THCS, et puis Catherine Marker, Gaëlle Provenzano et Anthony Petit sur Brain Health, JPND et Neuro, Monica Frenzel sur IPPermed et enfin Martine Batou sur IRA for Health. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Michael et Florence. Merci beaucoup. Merci Catherine. Alors je vais arrêter ma présentation. Normalement vous avez la main pour vous-même mettre la présentation, mais je crois que c'était fait tout à l'heure. Oui, on a fait des tests. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Moi, très bien. Ok. Super, je te remercie Florence. Merci Catherine, merci Florence. Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Michael Joly et je souhaitais vous souhaiter la bienvenue au nom du département biologie santé. Au cours de ce webinaire, nous allons vous présenter différents programmes. Donc, vous allez rencontrer mes différentes collègues de biologie santé. Et donc, sans plus attendre, en fait, comme le disait Catherine, on va d'abord commencer par une petite introduction, d'abord recontextualiser un petit peu les programmes que nous allons vous présenter, et ensuite on aura Florence qui vous parlera d'aspects un peu plus administratifs et pratiques de ces programmes.
Alors, merci Florence. Donc, ces programmes que l'on va vous présenter, c'est des programmes qui s'inscrivent dans le programme cadre de l'Union européenne. Ce programme cadre, maintenant, c'est une initiative qui a 40 ans, qui a débuté en 1984 avec un montant à l'époque de près de 4 milliards. Nous en sommes désormais au 9e programme cadre qu'on appelle Horizon Europe, qui couvre la période 2021-2027, avec un budget total d'environ de près de 96 milliards d'euros. Et donc l'objectif de ces programmes cadres, il est assez simple, mais toutefois très ambitieux. Il est tout simplement de placer l'Union européenne en tant que leader en recherche et développement et également en innovation. Et notamment, ces programmes ont l'ambition de mettre en œuvre différentes priorités stratégiques de l'Union européenne. Je pense notamment au Green Deal ou encore à la transition digitale. Mais c'est également aussi un moyen, un instrument pour avoir un impact mondial, notamment en contribuant sur les objectifs de développement durable. Slide suivante, s'il te plaît. Et donc, comme je vous le disais, Horizon Europe est le 9e programme cadre. C'est la continuité assez naturelle de Horizon 2020, le précédent, avec cependant cette volonté de simplification, notamment en termes d'instruments et en termes de guichets auxquels vous pouvez postuler. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler essentiellement des partenariats européens cofinancés, qui sont la suite des partenariats publics, dans lesquels on pouvait retrouver à l'époque les ERANET, les EJP et les JPI. Slide suivante. Et donc, à travers les programmes que nous allons vous présenter, le premier objectif est de défragmenter l'écosystème de la recherche sur une thématique donnée, et également de mieux utiliser les ressources afin de répondre à des thématiques prioritaires qui ont été identifiées au sein de l'Union européenne. Et donc, je parlais de partenariats cofinancés notamment car la Commission européenne va participer financièrement à ces programmes européens. Tout d'abord, la Commission européenne va prendre en charge une partie des coûts de management de ces programmes et surtout, la Commission européenne va également contribuer financièrement au financement de ces projets qui seront sélectionnés à travers nos programmes. Et enfin, petit détail qui a son importance, chaque partenaire qui sera financé dans ces programmes le sera par son agence de financement, par son organisation de financement respective de son propre pays. Slide suivante. Donc, pourquoi participer à un programme multinational plutôt que national? Alors, un des objectifs notamment de ces programmes et une des composantes, c'est ce qu'on pourrait appeler le capacity building. Donc, d'une part, ça va permettre en fait d'accéder à une communauté européenne qui peut être plus large que la communauté française, où ça va permettre de mieux structurer une communauté d'une certaine thématique. Ça va être notamment le cas dans nos programmes sur les maladies rares ou sur la nutrition. Ça va permettre également d'accéder à des ressources qui seraient éventuellement insuffisamment disponibles en France. On pense notamment à certaines cohortes ou à certaines données. Également, il peut y avoir des programmes qui sont tout simplement qui dépassent tout simplement les frontières de notre pays. Ça va être les cas des problématiques des thématiques en maladies infectieuses ou sur les systèmes de soins. Ça va permettre également une accélération technologique ou une harmonisation à l'échelle européenne de certaines technologies. Ça va être notamment le cas du programme en médecine personnalisée.
Et enfin, on peut espérer que grâce à cette mutualisation des moyens humains et financiers, il y ait également un effet de levier, notamment avec ce cofinancement de la Commission européenne. Et, et dernier point que je réaborderai également dans ma slide suivante, c'est qu'on vous encourage en tant que peut-être primo-accédant justement à participer à ces programmes européens, car c'est une bonne première étape pour se familiariser avec les instruments de l'Europe, et ensuite de vous préparer à d'autres piliers de Horizon Europe, comme les ERC ou des bourses Marie Curie, etc. Slide suivante, s'il te plaît, Florence. Et donc, on a également à l'ANR de grandes ambitions pour vous. On espère que, à travers la participation dans nos programmes européens, vous contribuez d'une part à la progression de votre carrière, évidemment, mais également au rayonnement de la recherche française au niveau européen et international. Et notamment dans la majorité, je pense, de nos programmes européens, on essaye de vous encourager à participer en tant que coordonnateur dans des projets de recherche en vous offrant une aide plus importante en tant que partenaire coordinateur que en tant que simple partenaire, entre guillemets. Et enfin, comme je vous le disais, en fait, participer à ces programmes, c'est une première étape avant de participer à d'autres appels à projets de Horizon Europe. Merci. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est une overview un petit peu des différents programmes qui existaient jusqu'à présent et qui vont continuer d'exister. On avait plusieurs thématiques, des thématiques sur les maladies infectieuses et la résistance aux antimicrobiens, une thématique sur les neurosciences, sur les maladies rares, en médecine personnalisée, également Eraforels qui couvre la santé publique, les maladies liées au mode de vie, aux maladies cardiovasculaires et à la nanomédecine, et enfin un partenariat sur l'organisation des systèmes de santé. Donc on va réaborder au cours de ce webinaire ces différents partenariats, ces différentes initiatives. Je voulais surtout en fait vous informer que actuellement, la thématique sur la résistance aux antimicrobiens est en développement. Il va y avoir un nouveau partenariat qui sera prochainement lancé qui s'appelle One Health AMR, et donc le prochain appel qui sera lancé en novembre 2025. Donc on vous invitera à nouveau à participer l'année prochaine à un webinaire afin d'avoir un peu plus d'informations. Mais c'est peut-être voilà le partenariat sur lequel on va pas trop détailler aujourd'hui, et on reviendra sur les autres initiatives. Et je crois que je vais laisser désormais la parole à ma collègue Florence sur les aspects pratiques et administratifs. Oui. Merci. Merci, Mickaël. Donc, moi, je vais vous faire plutôt la partie contractuelle que vous allez avoir avec l'ANR, parce que vous serez directement financé par l'ANR. Donc, déjà, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que tous les appels à projets internationaux ne sont pas identiques, que ce soit au niveau du processus de montage de l'appel à projet, entre les besoins de la communauté, les stratégies nationales ou les contraintes administratives, et aussi les processus d'évaluation qui peuvent parfois se faire en une seule ou deux étapes et qui permettent parfois ou pas le droit de réponse. Les critères d'éligibilité peuvent être différents aussi d'un appel à projet à l'autre. Et chaque partenaire doit vraiment se renseigner avant auprès du point de contact des conditions d'éligibilité. Le point le plus important au moment où vous écrivez le projet, c'est de s'assurer que l'ensemble des partenaires, lorsque vous êtes coordinateur, soient éligibles. Parce que s'il y en a un qui est inéligible, ça peut complètement faire sauter le consortium. Et il faut bien s'assurer, bien sûr, évidemment, que les pays, vos partenaires sont bien issus de pays participants à cet appel.
Donc, les processus d'évaluation, en gros, se présentent ainsi. Donc, aux environs de décembre, il y a l'ouverture des appels à projets internationaux. Et ce qui correspond à l'ouverture de soumission pour les prépropositions. Ensuite, il y a toujours une période d'éligibilité par les financeurs qui s'ensuit par l'évaluation des experts avec une première réunion du comité d'évaluation en avril, à peu près pour tous les appels. En général, en première étape, il peut y avoir de 2 à 3 experts scientifiques qui évaluent la proposition. Ensuite, la période de mai-juin correspond à la préparation des propositions complètes. Et encore une fois, une vérification de l'éligibilité et l'évaluation par les experts durant l'été. Et donc une deuxième réunion du comité d'évaluation en septembre. Sur les appels internationaux, contrairement au national, il est impératif de remplir les critères éthiques. Et en général, il y a une partie de la proposition complète qui est consacrée à cela. Et les décisions de financement des projets se font selon le ranking qui a été décidé par le comité d'experts scientifiques. Et ce ranking est respecté et les décisions de financement sont faites en fonction de cela. Le conventionnement des projets est réalisé environ au mois de décembre avec les tutelles et les chercheurs. Donc, qui contacter, quand et pourquoi? Donc, déjà, quand contacter le secrétariat de l'appel? Donc, déjà, le secrétariat de l'appel, il n'est pas forcément à l'ANR. Ça peut être une agence étrangère. Donc, il faut bien vous renseigner de quel pays. Elle est issue, en général, l'adresse email est mise en évidence. Et les questions que vous pouvez poser au secrétariat de l'appel sont souvent consacrées au contour de l'appel à projet, les questions sur le montage du consortium, quel type d'équipe avoir, et des questions plus générales sur les guidelines, les recommandations, les problèmes de soumission, parce que c'est eux qui sont en général en lien avec la plateforme de soumission. Quant au représentant de l'ANR, vous devez le contacter pour vous enquérir de votre éligibilité, des questions budgétaires ou liées aux règles financières de l'ANR ou les modalités de contractualisation. Donc, vous pouvez trouver toutes les informations des appels à projets internationaux sur le portail de l'ANR, anr.fr. Dans la section appel à projet, il faut aller dans appel en cours et à venir. Et donc, c'est là où vous allez trouver la liste de tous les appels à projets au moment de la pré-annonce qui se fait en général en octobre-novembre. Et vous allez trouver toutes les informations qui seront à votre disposition au moment de l'ouverture de l'appel. J'entends un écho, enfin je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a laissé... voilà, merci. Ensuite, le type de documents qui sont mis à votre disposition, il y a déjà le texte de l'appel, les guidelines, le formulaire de proposition, qui aussi varie d'un appel à projet à l'autre, et l'annexe pour les participants français. Donc, ce document vous décrit les recommandations spécifiques de l'ANR pour les partenaires français. Les textes d'appel, les guidelines, c'est vraiment tout ce qui est commun avec tous les partenaires étrangers. Alors, les critères d'éligibilité à l'ANR. Donc, la proposition sera déclarée inéligible si elle n'est pas conforme à certains critères. Donc, proposition de projet ne peut être semblable en tout ou partie à une autre proposition d'un appel en cours d'évaluation, ou ayant déjà donné lieu à un financement par l'ANR. Toutes les propositions semblables sont inéligibles. Donc,
c'est pas la peine de déposer 4 fois la même proposition, elles seront toutes déclarées inéligibles. Et une proposition qui ne propose pas un projet de recherche ou d'innovation sera également déclarée inéligible. Et les appels internationaux, présentés lors de ce webinaire, sont exemptés de certaines règles qu'on impose habituellement à l'ANR. C'est-à-dire une chercheuse ou un chercheur ne peut soumettre qu'un seul projet en tant que coordinateur ou coordinatrice, ou une chercheuse ou un chercheur ne peut être impliqué dans plus de 3 projets soumis. Là, il faut vraiment que vous regardiez dans les annexes ce qui a été et dans les guidelines ce qui a été décrit. Alors, les budgets pour les partenaires français. Donc, vous devez requérir un minimum de 15 000 € et le maximum est généralement décrit dans les annexes des appels. Et en effet, l'ANR pratique un plafond sur le budget que les équipes françaises peuvent requérir auprès de l'ANR. Et ça aussi, ça diffère d'un appel à projet à l'autre. On encourage la participation de coordinateurs français et c'est la raison pour laquelle le budget est toujours plus élevé pour le coordinateur afin de prévoir de l'argent pour un project manager et un manager de projet, pardon, on va parler complètement français pour une fois. Et donc, il faut bien indiquer sa propre contribution dans le budget total. Donc, il faut bien prendre en compte que les salaires relatifs au personnel permanent des labos ne sont pas inclus dans le financement, ne sont pas inclus dans les sommes requises. Et la participation sur fonds propres, ce sont les collaborateurs. Donc, ils font des expériences, comme on dit, en in-kind et intervenant uniquement pour le partage de données ou de matériel biologique. Ensuite, pour le règlement financier de l'ANR, vous pouvez également le trouver sur le portail. Donc, encore une fois, il faut aller dans Appel à projet et ensuite dans l'onglet Règlement financier. Donc, une fois que vous êtes sur la page Règlement financier, il y a un très long déroulé. Donc, il faut bien descendre jusqu'en bas. Tout d'abord, le règlement financier actuel est à télécharger sous le nom Règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l'ANR. Ensuite, en descendant plus bas sur le portail, vous avez des fiches d'aide que nous vous avons indiquées là à droite sur les modalités de participation des entreprises, les types de partenaires, les coûts admissibles, enfin tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour monter le budget de votre projet. Et en descendant encore plus bas, donc vous avez aussi tout ce qui s'applique au protocole de Nagoya. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est formulaire de déclaration des activités économiques pour ce qui concerne le partenaire du projet. Donc, nous, on permet le financement des organismes de recherche et de diffusion des connaissances et aussi des entreprises. Et ce formulaire est à renseigner si vous n'avez jamais postulé encore à l'ANR. Et il est à envoyer au contact que nous vous avons indiqué sur la présentation. Donc, l'assiette de l'aide. Donc, il y a 2 types de financement à l'ANR, à coût marginal et à coût complet. Le financement à coût marginal sont pour les organismes publics de recherche, les collectivités territoriales, les établissements publics ou assimilés. La plupart des fondations jugées d'utilité publique sont également dans l'assiette à coût marginal et les établissements de santé privés d'intérêt collectif. Donc là, leur taux d'aide est à 100%. Ensuite, pour le financement à coût complet, il s'applique notamment aux sociétés et aux associations. Et le taux d'aide varie en fonction de la taille de l'acteur privé. Et encore une fois, vous avez une fiche d'aide qui vous décrit tout cela pour vous aider à monter le budget. Les coûts admissibles, ce sont les frais du personnel, coûts des instruments et du matériel, coûts des bâtiments et des terrains, prestations de services, qu'il faut justifier dans la proposition, au moment de l'écriture de la proposition. Les frais généraux, donc tout ce qui est mission des personnels, les coûts de publication.
Donc, il y a en plus des frais d'environnement que l'on appelle overhead en fait dans sa version anglaise, donc qui sont à 13,5% et plafonnés à 68% des frais de personnel admissibles et 7% des autres coûts admissibles. Donc, ces frais-là d'environnement sont bien à distinguer du préciput que vous recevez une fois que les projets ont été sélectionnés pour financement et qui, eux, sont complètement versés aux tutelles. Hein. Donc, les accords de consortium. Donc, en général, c'est une demande qui est réalisée par les différents financeurs. Mais selon les appels à projets, parfois, elle n'est pas obligatoire. Et en général, on les recommande fortement quand il y a des bénéficiaires de droit privé. Eux, en général, en ont besoin aussi pour leur propre pays. Et voilà, pour les bénéficiaires à coût marginal, dans certains appels, on l'a rendu obligatoire. Et donc, il y a un modèle qui est à votre disposition aussi dans l'onglet règlement financier. Donc, sciences ouvertes, genre et intégrité scientifique. Donc, il faut bien s'inscrire dans une démarche de sciences ouvertes avec constitution de plan de gestion des données, publication scientifique en accès libre. Je me suis permise de vous donner tous les liens que nous avons à l'ANR qui relient à cela. Respect de l'égalité des sexes dans la composition du consortium. Et toutes les questions reliées à l'éthique, l'intégrité scientifique et déontologie aussi sont à considérer. Et je vous ai mis donc les liens qui correspondent à tout cela. Et là, je voudrais savoir s'il y a des questions à voix haute ou parce qu'on va passer à la deuxième partie. Il n'y a pas, au moins de mon côté, je ne vois pas des questions par le chat et je ne vois pas des mains levées, mais peut-être je ne vois pas toutes les personnes. Donc peut-être c'est juste mon côté Teams qui ne me permet pas de voir. Non, tu le verrais. S'il y a une main levée, ça se verrait, ça viendra en premier du. Donc non. Ok, donc tu peux continuer, parfait. Je pense. Merci beaucoup. D'accord. Donc on va poursuivre sur la description de chacun des appels à projets qui, j'imagine, vous intéresse peut-être un petit peu mieux. Donc, les appels à projets 2025 des initiatives multilatérales. Nous allons commencer par le nouveau partenariat maladie rare qui s'appelle RDRA et qui veut dire European Rare Disease Research Alliance. On continuera avec THCS pour Transforming Healthcare Systems. Ensuite, toutes les initiatives en neurosciences, médecine personnalisée et enfin ERA4 Health. Donc, commençons par les maladies rares. Donc, le partenariat a commencé en septembre parce que le JP Maladies Rares s'est terminé au mois d'août. Donc, c'est un énorme partenariat qui est composé de 178 organisations qui sont à la fois des financeurs, des organisations de recherche, des organisations de représentants des patients, des infrastructures de recherche. Il y a aussi des partenaires privés, notamment des CNIS et même des Big Pharma, et d'autres partenaires de type universités, hôpitaux, organisations non-profit. Donc, ces organisations sont issues de 37 pays différents, dont 26 de l'UE et 8 de pays associés. Donc, je vous ai mis le nouveau site internet que je vous conseille de consulter. Et il y a 3 pays non européens aussi. Et ça, on en a toujours eu. Donc, les besoins qui ont été identifiés, c'est que 95% des maladies rares sont ignorées en termes de recherche et options de traitement efficaces. 50% des patients maladies rares n'ont pas de diagnostic moléculaire confirmé. Il faut environ 4 ans pour être diagnostiqué lorsque l'on a une maladie rare connue. Et 52% des patients ayant une maladie rare ou de leurs aidants déclarent que la maladie a un impact sévère sur leur vie. Donc, suite à ce constat qui a été fait,
il a été décidé donc de poursuivre les objectifs suivants, c'est-à-dire d'unifier les connaissances, les ressources et les expertises dans les maladies rares, renforcer la recherche clinique avec et pour les patients, et de stimuler l'innovation et la compétitivité de l'UE afin de devenir un acteur majeur dans les maladies rares et leader aussi. Voilà, donc le partenariat est en fait une grande maison dont les fondations se reposent sur les capacités d'alignement international des différents pays. Ensuite, le cœur de la maison, c'est évidemment le financement de la recherche, qui est constitué de 3 axes que je vais vous décrire un petit peu après. Ensuite, on a les Clinical Research Network qui s'appliquent sur un peu sur le modèle américain. Et au centre de cette maison, il y a les services et les expertises et Acceleration Hub que l'on a concentrés et que l'on va mettre au service de la communauté scientifique dans les maladies rares. Et bien sûr, tout cela est coordonné et dirigé par l'INSERM, parce que c'est l'INSERM qui a été désigné coordinateur de ce partenariat. Donc, pour la partie financement de la recherche, donc je vais déjà commencer avec le premier pilier, on va dire, qui sont les appels à projets multinationaux, qui vont être lancés chaque année en décembre avec une préannonce en octobre-novembre. Les évaluations se feront en 2 étapes. Nous encouragerons la participation de pays sous-représentés dans les consortia, ainsi que les organisations de patients. Les projets seront de 3 ans et il faudra un minimum de 4 partenaires issus de 4 pays différents par consortium. Ensuite, il va y avoir une partie financement d'essais cliniques. Donc là, ce sera un financement centralisé avec l'argent de la Commission européenne. Nous espérons pouvoir le lancer en 2026, en première moitié de 2026. Encore une fois, ce sera une évaluation en 2 étapes. Les procédures sont en cours de préparation, donc je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Et ce sera la Fondazione Téléthon Italie qui sera chargée du management de cet appel et qui sera chargée aussi de distribuer les financements. Et ensuite, nous avons maintenu aussi le 3e petit pilier de ces financements qui sont les appels à réseau. Donc, c'est un financement qui va s'élever à 30 000 € par événement. L'appel à projet sera ouvert toute l'année avec des collectes tous les 6 mois des projets, donc en octobre et en avril. Et il faudra que les consortia soient issus de 3 pays différents avec un minimum de 3 partenaires différents. Et le management de l'appel seront réalisés par nos partenaires de LMT, donc l'agence de la Lituanie, et ZoneMV, qui sont l'agence néerlandaise, en sachant que ce sont les Néerlandais qui vont aussi redistribuer l'argent. Alors, pour parler de cet appel à projet, ce premier appel à projet lancé sous RDRA, donc il s'agit, on a décidé de se focaliser sur les études précliniques utilisant des petites molécules, donc soit petites molécules à base d'acide nucléique, synthétisées chimiquement non codantes, médicaments repositionnés ou produits biologiques type anticorps ou protéines. Alors, ces études précliniques, c'est déjà des études précliniques très avancées, c'est-à-dire c'est développement et validation thérapeutique. Donc, en sous-point, ce qu'il est recommandé, c'est de se focaliser sur le développement de nouvelles thérapies dans un cadre préclinique par le biais d'études de modèles cellulaires, organoïdes et animaux, de criblage de molécules ou d'utilisation de modèles in silico ou d'intelligence artificielle. Ensuite, développement de biomarqueurs prédictifs et pharmacodynamiques corrélés à l'efficacité de la thérapie dans un cadre préclinique qui pourrait servir de critère d'évaluation de substitution. Ensuite, il faudra
vous pourrez vous focaliser aussi sur la reproductibilité des études précliniques dans un laboratoire indépendant pour augmenter la validité des résultats exploratoires. Et en 4e point, études précliniques de preuve de concepts pour les preuves d'activité pharmacologique in vitro et in vivo, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique du médicament et les premières données toxico et d'innocuité. Autant que des études visant à soutenir la préparation au lancement de l'autorisation d'un essai clinique conformément aux exigences réglementaires. Donc les points importants sur lesquels il faut bien se concentrer, c'est on aimerait encourager le développement de médicaments sur des groupes de maladies rares pour trouver une solution plus rapide au plus grand nombre de patients, ou en deuxième priorité sur une seule maladie rare, répondant évidemment à la définition européenne, s'il n'y a pas vraiment d'études sur ces maladies et qu'il n'y a pas d'autres maladies communes à celles-là. Ensuite, il faut bien prendre en compte la transposition chez l'homme, qui doit être l'objectif principal du projet. Et les candidats doivent démontrer qu'ils ont accès à une expertise scientifique ou réglementaire pertinente. Voilà. Donc, exclus de cet appel à projet sont les ETMPs, les développements de nouveaux modèles de maladies. Le modèle doit déjà être établi. Projet se focalisant sur des maladies neurodégénératives qui entrent déjà dans le cadre de l'appel de JPND, par exemple, et les maladies infectieuses rares, les cancers rares, ou les effets secondaires rares en réponse à certains traitements. Donc, je vous ai mis tous les contacts donc, du secrétariat de l'appel qui cette année est l'agence allemande, mon contact à moi, à l'ANR. Ensuite, les dates clés, l'ouverture de l'appel, c'est le 10 décembre. Il y a un webinaire d'information le 17 décembre, dont je vous ai mis le lien ci-dessous pour vous inscrire. Donc, les différentes dates de clôture en étape 1, c'est le 13 février et en étape 2, c'est le 9 juillet. Voilà. Et tu as des questions, ou au moins une question déjà, Florence. Oui. Dans le chat, RDRA, un partenaire UK est-il éligible? Non. Okay. Les agences britanniques n'ont jamais voulu participer à nos appels et c'est pas faute d'avoir essayé avec tout le monde. Ils ne sont pas intéressés de participer à ces appels à projets. Et ce n'est pas à cause du Brexit, je le redis. Ils pourraient tout à fait participer s'ils étaient intéressés, il n'y aurait aucun souci. Super, merci beaucoup. Je ne vois pas des mains levées. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à des appels à projets individuels ou autres autour de ce webinaire, vous pouvez les mettre directement dans le chat ou à la fin de chaque section, comme maintenant, on ouvre un peu pour les questions. Mais merci Florence, je ne vois pas d'autres questions. Merci à vous pour votre attention. Oui, ici, il y a une question supplémentaire de Marjorie Monteau sur l'éligibilité des entreprises à ces appels à projets. Elles sont éligibles, bien sûr. Voilà. Merci Florence. Et nous serons même ravis de les avoir. C'est juste que, comme je l'ai décrit plus tôt, elles seront à coût complet et pas à coût marginal. Et selon leur taille, le taux d'aide sera différent. Voilà, donc maintenant, c'est au tour de Michael de vous présenter THCS. Merci Florence. Je ne sais pas si on a besoin également de compléter éventuellement sur les questions précédentes. Par exemple, sur des pays qui ne sont pas représentés, qui ne participent pas aux différents appels, une des possibilités pour ces partenaires-là, donc par exemple là dans le cas de UK, c'est pour un partenaire UK, c'est de participer sur fonds propres. Oui. Et donc en tant que collaborateur, donc ces partenaires peuvent participer, mais ne peuvent pas demander de l'aide auprès d'une des agences de financement participantes. Et sur les entreprises, alors comme l'a très bien dit Florence, elles peuvent postuler, elles peuvent demander une aide auprès de l'ANR. Si c'est des entreprises internationales, comme souvent en fait, on va vous renvoyer aux points de contact nationaux des autres pays pour savoir si les autres agences de financement peuvent financer des entreprises. C'est pas toujours le cas. Mais à nouveau, si une agence de financement ne peut pas financer une entreprise, cette entreprise peut participer sur fonds propres.
J'ai fait une bêtise. Pourquoi? Non, non, c'est très bien. J'ai t'inquiète avancé. pas. Non, très bien, très bien. Entreprise toute, même start-up. Oui, en effet, même start-up. Alors pour les start-up, il y a peut-être des détails supplémentaires. Parce que Oui. donc, comme l'a présenté, tu veux répondre, Florence? Non, mais en fait, c'est juste qu'il faut qu'elle ne soit, faut vraiment qu'elle soit dans des bonnes conditions financières. Voilà. Et je crois qu'il y a quelques exceptions pour les startups au niveau des règlements européens parce que c'est souvent compliqué les premières années. Donc il faut regarder dans les exceptions des règlements ou si de toute façon si c'est une startup française son état financier sera étudié par nos services financiers. Donc mais oui, même les startups. Une dernière question pour toi, Florence. Le taux de succès pour Erdera? Ah ben, c'est difficile à savoir pour l'instant. Donc, sous l'OJP maladie rare, le taux de succès pouvait varier selon le type d'appel d'environ 10% à 20%. Parce qu'on avait eu de très bons résultats en fait avec SHS parce qu'on avait eu très peu de projets déposés cette année-là, vu que c'était la première fois qu'on lançait un appel à projet SHS. Par contre, plus il y a de projets déposés, plus c'est compliqué en fait. Voilà. Ok, merci. Donc, je vais désormais continuer. Vous parlez donc du partenariat qui s'appelle Transforming Health and Care Systems. Donc, c'est un partenariat européen sur l'organisation des systèmes de santé. L'objectif, l'idée derrière ce partenariat, c'est de répondre et de trouver des solutions coordonnées et harmonisées aux problèmes ou aux défis auxquels font face nos différents systèmes de santé en Europe et même plus largement dans le monde. Je pense notamment au vieillissement de la population qui augmente la pression en termes de ressources à la fois financières et humaines sur nos systèmes de santé. Et donc, ce partenariat a pour ambition de structurer en fait un écosystème européen pour identifier des solutions, pour disséminer ces solutions et notamment faire le lien entre la science et le développement de politiques publiques. Et un des volets importants, évidemment, c'est les appels à projets. Et donc l'objectif, c'est tout simplement de soutenir la transformation des systèmes de santé, avec en ligne de mire des systèmes de santé qui sont évidemment innovantes, mais durables à la fois sur le plan économique, social et environnemental, et avec au cœur de la problématique de garantir un système et des services de santé de haute qualité qui sont accessibles à tous et à toutes, avec des soins qui sont centrés sur la personne. Donc c'est un partenariat qui rassemble plus de 60 organisations. Ces organisations peuvent être des ministères de la Santé, des ministères de la Recherche, des agences de financement comme l'ANR et également des organismes de recherche comme l'INSERM pour la France. Donc il y a une vingtaine d'États membres qui participent à ce partenariat, également des pays associés comme l'Islande, Israël, la Norvège ou encore le Royaume-Uni. Et on a également la participation de pays tiers et notamment la Suisse. Et donc c'est un partenariat en termes de budget qui a un budget de près de 400 millions d'euros, 300 millions apportés par les partenaires pays membres et pays associés et un peu plus de 90 millions d'euros de contributions par la Commission européenne. Et je vais désormais vous parler du prochain appel à projet qui est désormais lancé depuis la semaine dernière.
C'est un appel à projet qui est dédié aux soins primaires et aux soins de proximité. Donc l'idée, c'est de développer et de mettre en place des solutions et des stratégies qui permettent de développer, de façonner, de structurer les soins primaires et de proximité de demain. Donc il y a 2 volets sur cet appel. Le premier, c'est vraiment un volet à la fois opérationnel et organisationnel, des projets qui permettent de mettre en place, de mettre en œuvre des solutions opérationnelles et organisationnelles autour des soins primaires et autour des soins de proximité. Et le deuxième volet consiste plutôt à combler en fait ou à améliorer le dialogue entre la science et le développement de politiques publiques, donc de faire en sorte que les connaissances développées en recherche et en sciences soient transférables et comprises par ce qu'on va appeler les decision makers, afin qu'il y ait un réel impact sur la transformation des systèmes de santé. L'idée, évidemment, c'est d'améliorer l'accès aux soins et de réduire les inégalités, et également d'améliorer et d'optimiser le parcours de soins des patients. Donc c'est un appel qui se veut multidisciplinaire et intersectoriel. L'idée, c'est dans un consortium ou par des consultations, d'intégrer et de prendre en compte la parole de toutes les parties prenantes d'un système de santé. Donc du clinicien, de managers d'hôpitaux, de patients, d'organisations de patients, de payeurs également. C'est d'intégrer en fait tous les aspects d'un système de santé afin de monter un projet qui a une vision globale et une vision en écosystème. Les entreprises également, afin d'accompagner en fait la mise en œuvre de ces solutions innovantes. Donc c'est un appel en 2 étapes qui a été lancé le 26 novembre avec une première étape de pré-proposition dont la clôture des soumissions est fixée au 30 janvier 2025. Les résultats seront rendus en avril 2025, et donc on invitera les consortiums en étape complète pour une clôture des full propositions le 19 juin 2025 et pour une annonce des résultats en octobre. Donc là, on est sur les calendriers que Florence annonçait précédemment. Et donc en termes de critères, on attend au minimum 3 partenaires de 3 pays membres différents, 3 pays membres ou 3 pays associés différents. Le nombre maximum de partenaires est de 9 et le nombre maximum de partenaires par pays est de 2 partenaires. On essaye évidemment d'avoir et d'encourager en fait cette transnationalité dans les collaborations. Et comme on le mentionnait également précédemment, des collaborateurs, donc des partenaires qui participent sur fonds propres, peuvent participer à ces appels, et le nombre maximum de ces collaborateurs est de 2. Il y a 2 agences, si je puis dire, françaises qui participent. Alors évidemment, il y a l'ANR dont le budget est de 1,5 million. L'aide maximum allouée par partenaire est de 300 000 € et pour un coordinateur de 350 000 €. Mais il y a également la DGOS qui participe, qui va soutenir les établissements de santé, les centres de soins et tout l'écosystème de santé qui correspond à la DGOS et dont leur budget est de 2 millions d'euros. Donc, pour toutes les questions au niveau national, vous trouverez mon contact sur cette diapo. Vous pouvez également me contacter sur des questions plus générales sur l'appel à projet. Donc, on est 3 agences à participer au secrétariat de cet appel.
Et les deux contacts principaux pour ce secrétariat, ça sera nous-mêmes l'ANR et Zone MV aux Pays-Bas. Et ça sera tout pour moi. Si vous avez des questions, ça sera avec plaisir d'y répondre. Oui, je vois une main levée. Anaël Gérard. Vous êtes muté. On ne vous entend pas. Ah, vous avez un problème de micro. Ah mince. Soit on peut reprendre la question par la suite, soit vous l'écrivez dans le chat. Est-ce que des projets non financés en 2024 peuvent être soumis en 2025 en s'adaptant au cahier, bien sûr. Oui, tout à fait, c'est possible. Au niveau de l'outil de soumission, vous verrez notamment cette possibilité de causer une case comme quoi vous avez déjà déposé un projet les années précédentes. C'est tout à fait possible. La seule règle à l'ANR et à l'Europe, c'est que les doubles financements ne sont pas autorisés. Mais vous pouvez tout à fait redéposer. Donc merci, et donc je vais désormais passer la parole à ma collègue pour qu'elle vous présente le partenariat sur les neurosciences. Merci Mickaël. Vous m'entendez? Oui. Ah mais c'est Antoine. Oui, c'est bon. Pardon, c'est Bon, le collègue. pas de souci. Bonjour à toutes et à tous. Donc tu peux revenir sur la slide d'avant s'il te plaît. Oh, pardon. Donc avec Catherine Marker, coordinatrice des initiatives internationales en neurosciences à l'ANR, Gaël Dutour-Provenzano, chargé de projet scientifique en neurosciences, et moi-même, Anthony Petit, donc chargé de projet scientifique en neurosciences, nous allons vous présenter les différentes initiatives internationales européennes en neurosciences, donc à savoir JPND, Neurone et le nouveau partenariat Brain Health. Et nous allons d'abord commencer par l'initiative JPND, ou European Joint Programme on Neurodegenerative Disease Research. Donc l'objectif de cette initiative est de coordonner les efforts de recherche entre les pays et les disciplines afin de découvrir plus rapidement les causes, de mettre au point des traitements et d'identifier de meilleurs moyens de soigner les personnes atteintes des maladies neurodégénératives. Donc vous présentez cette diapositive, les maladies neurodégénératives concernées par ce programme de recherche, donc à savoir la maladie d'Alzheimer et autres démences, la maladie de Parkinson et les troubles liés, les maladies à prions, les maladies des neurones moteurs, l'atrophie musculaire spinale, l'ataxie spinocérébelleuse ou encore la maladie de Huntington. La diapositive suivante, s'il te plaît. Merci. Donc cette année, l'initiative JPND lance un appel auquel l'ANR s'associe autour de la recherche en sciences médicales et sociales axée sur les stades modérés et avancés des maladies neurodégénératives. Donc il s'agit d'un appel à 2 étapes visant à améliorer la compréhension des facteurs qui ont un impact sur la qualité de vie des patients et de leurs familles, mais également de développer des stratégies plus adéquates de soutien facilement accessibles pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives à des stades modérés, avancés et en fin de vie. Donc la préannonce a déjà été publiée sur les sites de l'ANR et de JPND. Le lancement de l'appel est prévu pour début janvier 2025. Les pré-propositions devront être déposées avant début mars 2025 et les propositions complètes avant fin juin 2025. Le budget réservé à l'ANR pour cet appel est de 1,6 million d'euros. Donc le budget aussi autorisé maximum pour un partenaire financé par l'ANR est de 260 000 euros et de 310 000 euros pour un coordinateur. S'agissant des modalités d'éligibilité, voici quelques petites informations utiles. Donc le consortium participant à cet AAP doit impliquer un minimum de 3 et un maximum de 6 partenaires, coordinateurs inclus, travaillant dans 3 pays différents. Ce nombre maximum de partenaires peut être porté à 7 si l'un des partenaires du consortium travaille dans un pays sous-représenté, parmi une liste qui sera à consulter lorsque le texte de l'appel sera publié. Et de même, un maximum de 2 partenaires issus du même pays sont autorisés à participer à un projet déposé dans cet appel. Les agences des pays mentionnés donc, en bas à droite de la diapositive participent à cet appel, donc l'Allemagne, la France, la Hongrie, l'Irlande, la Lettonie, la Norvège, la Suède et la Turquie. Notez toutefois qu'il s'agit d'une information prévisionnelle susceptible d'évoluer. Vous aurez aussi plus d'informations donc, sur les contours de l'appel, les critères d'éligibilité, d'évaluation et de financement lorsque l'annonce et les documents associés donc, à cet appel seront publiés sur les sites de JPND et de l'ANR.
Nous vous invitons également à consulter notre règlement financier, comme présenté précédemment par ma collègue Florence, pour vérifier l'éligibilité de votre budget. Et enfin, vous pouvez également contacter le call secrétariat de l'appel, donc la DLR en Allemagne, Catherine Marker ou moi-même, via les adresses mail indiquées en bas de la diapositive. Slide suivante, s'il te plaît. Alors pour 2025, toujours dans l'initiative JPND, il est peut-être également envisagé de lancer un autre appel à une étape, dont l'objectif serait de financer des groupes de travail autour du développement de nouveaux modèles cellulaires des maladies neurodégénératives. Donc, nous avons indiqué sur la diapositive quelques mots-clés de contour de cet appel. Modèles animaux et cellulaires, organoïdes, microfluidiques, etc. Toutefois, nous insistons sur le fait qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien d'officiel sur son lancement, c'est toujours en cours de réflexion. Et comme tous les appels de type Working Group, si lancement, les projets déposés devraient avoir une durée de 12 mois et un budget maximum de 50 000 € par consortium, qui sera géré par le coordinateur. Et les mêmes règles d'éligibilité s'appliqueraient à cet appel. Donc maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Gaëlle, qui va vous présenter l'appel 2025 de l'initiative Neurone. Bonjour à tous et à toutes, merci Anthony. Donc je suis Gaëlle Dutour-Provenzano, chargée de projet scientifique sur l'appel RNet Neurone, donc qui se focalise sur les maladies neurodégénératives et psychiatriques, à l'exception des maladies neurodégénératives qui sont présentées dans l'ordre de JPND. Donc un appel est lancé en 2025, donc il va être lancé sur les approches interdisciplinaires de la neuroscience de la douleur. Donc l'objectif de l'appel, c'est d'améliorer les connaissances sur la neuroscience de la douleur. Donc les propositions doivent couvrir un des domaines suivants, donc la recherche fondamentale sur les aspects neuroscientifiques et de la pathogénèse, de l'étiologie et de la prévention et de la progression et du traitement de la douleur chronique. Donc je précise bien que c'est de la douleur chronique, donc les projets doivent couvrir seulement la douleur chronique. Donc, il y a aussi un aspect recherche clinique donc, qui vise à mettre au point des nouvelles stratégies de prévention, de diagnostic et de stratification des patients, des thérapies et des procédures de réadaptation pour les syndromes de la douleur chronique. Donc, une préannonce est prévue dans les jours qui viennent, donc en début décembre, et le lancement sera prévu pour janvier 2025. Donc, nous avons un budget de 1,6 million alloué à cet appel. La slide suivante, s'il te plaît, Florence. Donc, en concernant les modalités de création d'un consortium pour cet appel, le nombre de partenaires est de 5 maximum, donc y compris les partenaires sur fonds propres. Et il peut s'élever à 6 si un partenaire vient des pays sous-représentés comme la Croatie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie, Taïwan et la Turquie. Au moins 3 pays participants à cet appel doivent être partenaires et de 2 partenaires par pays maximum venant du même pays. Donc, la participation des jeunes chercheurs comme partenaires est fortement encouragée car c'est un critère d'évaluation. Donc, vous pouvez voir sur cette carte les pays qui participent à l'appel qui sont aussi publiés sur le texte de l'appel en janvier. La slide suivante. Concernant les modalités financières, donc les partenaires français peuvent demander un maximum de 250 000 s'ils sont partenaires et le budget est de 300 000 s'ils sont coordinateurs. Donc, concernant les deadlines, la pré-proposition sera en mars 2025 et pour l'étape 2, donc en proposition complète, sera pour juin 2025. La soumission se fait par le coordinateur directement sur le site de l'appel, donc il n'y a pas de procédure avec l'ANR, donc c'est directement sur le site de l'appel. Pour le contact, le secrétariat de l'appel et l'Allemagne, donc l'agence de la DLR, que vous avez l'adresse email là, et vous pouvez également nous contacter à l'ANR pour plus d'informations. Donc à l'adresse générique que vous avez ici. Et je précise aussi que l'appel et les entreprises sont éligibles à cet appel. Donc, je passe maintenant la parole à ma collègue Catherine qui va présenter le futur de la recherche en neurosciences à l'international. Merci Gaëlle. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Merci. Je vais vous dire juste quelques mots sur, en effet, le futur de la recherche en neurosciences au niveau européen. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette slide, en fait,
On a beaucoup d'initiatives européennes qui vont finir en 2025. Donc, vous voyez Neurone, GPND. On avait avant également des initiatives telles que EBRA ou HBP. On a également Flagera qui se finit cette année. Et donc, en fait, toutes ces initiatives vont être regroupées sous l'égide d'un partenariat européen qui va s'appeler Brain Health, donc santé du cerveau, et qui va courir normalement à partir de 2026, en tout cas c'est ce qui est prévu, pour 7 à 10 ans. Donc ça va être quand même une initiative assez importante. Donc sur la slide suivante, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on entend par santé du cerveau. Et donc les thèmes qui vont faire partie de ce partnership européen ont été regroupés dans un agenda stratégique de recherche et d'innovation qui a été développé donc par le Coordination and Support Action qui est en cours pour préparer le partnership et qui est coordonné par l'INSERM et l'ANR. Donc on s'est posé beaucoup de questions sur ce qu'on entendait par santé du cerveau et ce qu'on a décidé c'est que c'était le cerveau dans sa globalité. Donc la bonne santé du cerveau, comme vous le voyez ici, donc avec la diversité de ce que ça peut représenter au niveau des populations, mais avec des termes, des mots-clés de prévention, de résilience, de compensation. Et on va aller aussi jusqu'aux maladies du cerveau. Et donc quand on parle de maladies du cerveau, c'est au sens large, donc c'est-à-dire tout ce qui est neurologie, neurodégénératif et non neurodégénératif, la psychiatrie, les désordres sensoriels. Donc si vous avez une maladie du cerveau qui est votre préférée, elle est sans doute inclue dans ce qu'on considère être la santé du cerveau. Donc voilà, donc sur la slide suivante, on va également voir un petit peu quelles sont les grandes priorités qui ont été choisies pour ce partnership. Donc la première, c'est de promouvoir la santé du cerveau et de prévenir les maladies du cerveau. Donc tout ce qui est facteur de risque, facteur de prévention va être inclus dans ce partnership. Ensuite, sur une deuxième priorité, on a comprendre les causes des maladies du cerveau pour pouvoir améliorer la reconnaissance précoce, le diagnostic, les interventions et le traitement pour les personnes atteintes de maladies du cerveau. Et là, je veux juste noter que on prend aussi en compte tout ce qui est sciences fondamentales. Donc évidemment, on va vouloir comprendre comment le cerveau fonctionne et quels sont les mécanismes sous-jacents aux maladies du cerveau pour pouvoir aller plus loin dans tout ce qui est thérapeutique. Priorité 3, donc ensuite ça va être améliorer le soin et le soutien pour les personnes vivant avec des maladies du cerveau et leurs aidants, donc vraiment un côté social assez important sur tout ce qui est soins. Et également dans une priorité 4, on va aller encore plus loin. Florence, merci. Donc vraiment intégrer les dimensions sociales, éthiques et légales pour pouvoir faire avancer la recherche et l'innovation sur la santé du cerveau globalement au niveau européen. Et donc on a ensuite, si tu cliques encore un petit peu, merci Florence. Donc c'est une idée de globalité avec ces 4 priorités au centre et évidemment des activités autour. Donc on a du financement, mais également du capacity building donc à différents niveaux, que ce soit pour les patients, que ce soit pour les chercheurs, et également sur des aspects politiques, parce que ça a été une demande des chercheurs aussi de pouvoir discuter avec leurs représentants parlementaires européens, des choses comme ça. On a également toute une partie de l'engagement des patients et des citoyens, l'innovation, les infrastructures européennes, comment on peut mieux les utiliser, et évidemment un alignement au niveau global. Donc voilà, c'est pour le futur. Donc on espère un premier appel en 2026, si tout va bien. On va essayer de vraiment faire ça pour qu'il n'y ait pas de gap de financement pour les chercheurs. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Catherine. Il y a une question pour vous dans le chat. Est-ce que les cancers neuro seront également inclus parmi les maladies du cerveau? C'est une très bonne question. C'est en débat. A priori non, puisque jusqu'ici c'était du côté cancer et qu'il y a des initiatives qui sont dédiées à ça.
mais on n'a pas encore une décision finale. D'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions ni une main levée. Merci, Catherine. Ok. Donc, je vais continuer avec le partenariat autour de la médecine personnalisée, European Partnership for Personalized Medicine. Je m'appelle Monica Frenzel et si vous avez des questions autour de la médecine personnalisée, les actions de l'ANR autour de la médecine personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Donc, pour faire un peu le cadre, je présente les activités autour du financement de la recherche de ce partenariat. Quelques mots sur ce partenariat dans sa globalité. Par rapport à, par exemple, RDRA, c'est un partenariat qui a un peu moins de partenaires, 54 partenaires, et la plupart de ces partenaires sont des agences de financement et les ministères de la Recherche ou de la Santé. On a également aussi une infrastructure ou d'autres organismes qui aident plutôt vers une transformation ou vers l'innovation de la recherche. Le budget de ce partenariat est assez grand et la grande partie de ce budget sera investie dans la recherche pour pousser la médecine personnalisée dans les appels à projets divers. Comme les partenariats en général, pour créer plus d'impact, ce partenariat dure 10 ans avec des appels à projets annuels type Joint Concession Call tous les ans pendant les premiers 7 années. Prochain diapo, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ah, il manque pour moi le titre, mais peut-être il est là pour vous. Non, je ne l'ai pas. Ah, voilà. Ah, ok. C'est en décalé. Ok, parfait. Donc, les appels à projets. En général, ce partenariat souhaite donner un soutien à la totalité de la pipeline, du processus de développement des approches de la médecine personnalisée jusqu'à leur implémentation. C'est aussi décrit dans l'agenda stratégique de ce partenariat qui est disponible aussi online et qui a été transformé aussi quelque part dans notre logo de ce partenariat. Donc, on a un volet support à la recherche, support vers l'innovation et un support vers l'implémentation. Donc, on essaie vraiment de connecter ces trois points par les activités de ce partenariat. Bien sûr, pour donner un support à la recherche, l'activité principale est au centre les appels à projets conjoints qui sont lancés annuellement. Donc, le prochain pour vous à disposition, c'est l'appel à projet 2025. Juste pour vous rappeler, ce partenariat a juste commencé son deuxième année. Donc, on a clôturé le premier appel à projet juste là en 2024. Avant je présente l'appel à projet 2025, j'aimerais bien vous informer, il y a aussi d'autres appels à projet dans ce partenariat. 2 sont déjà disponibles en termes d'une sorte de pré-annonce à côté du Joint Concession Code, bien évidemment, sur le site de EPPermed. Donc, j'ai mis aussi le lien vers le site EPPermed à droite en haut dans la diapo. Donc, il y a 2 autres appels à projets qui poussent plutôt le côté innovation. C'est un appel à projet Fast Track qui est vraiment surtout pour la validation du TRL3 d'une approche médecine personnalisée et un autre appel à projet qui est plutôt un programme apprentissage ou Education Training, un Venture Creator, programme d'apprentissage pour la pratique pour la médecine personnalisée. N'hésitez pas à regarder ces appels à projets. ANR ne participe pas en tant qu'agence de financement, mais c'est peut-être en fonction du développement de votre approche. Ça peut être intéressant pour vous comme chercheur. Donc, pour revenir dans l'appel à projet 2025, Florence, si tu peux changer le diapo. Merci beaucoup. Et tu peux aussi cliquer déjà pour le prochain. Merci. Et encore une fois, juste pour que j'oublie rien. Super, merci.
Donc, l'appel à projet 2025 est autour des stratégies pharmacogénomiques pour la médecine personnalisée. Je n'ai pas intégré plus d'explications sur l'appel à projet. Je vous propose de regarder la pré-annonce, de bien lire le texte et de revenir vers nous pour les questions concrètes autour du contenu de cet appel à projet et du topic. Il y a beaucoup des pays qui participent à cet appel à projet. Ils sont listés à gauche. C'est possible, il y a d'autres pays ou agences qui rejoignent encore cet appel à projet. En général, en termes d'éligibilité, les projets ou les consortia ont besoin d'avoir au moins 3 partenaires de 3 pays éligibles pour créer le plus petit consortium pour cet appel à projet. Et au maximum, on accepte dans la première phase des propositions avec 6 partenaires. Et pas plus que 2 partenaires du même pays. On a une petite exception parce que nous avons beaucoup des régions qui participent dans cet appel à projet. S'il y a donc un consortium dans la première phase peut avoir 7 partenaires, mais seulement si il y a un 3e partenaire intégré du même pays et seulement si de ces 3 partenaires 2 viennent ou sont financés par 2 agences de financement différentes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. C'est peut-être, ça semble compliqué au début, mais on peut vous expliquer ça plus en détail. Côté ANR, les partenaires sont financés à 280 000 euros et un coordinateur à 330 000 euros. Le budget disponible côté ANR pour cet appel à projet est de 3,5 millions d'euros. Et juste pour vous donner une idée de l'appel à projet 2024, l'ANR a participé dans le financement des projets avec finalement un budget de 4,6 millions d'euros. La pré-annonce de cet appel à projet est déjà disponible, donc n'hésitez pas à regarder et lire le texte pour plus de détails. Merci Florence. Prochain diapo, s'il te plaît. Ce sont les chiffres les plus importants. L'appel à projet sera lancé mi-décembre. Il y a une journée d'information et je recommande fortement d'y participer le 9 janvier. Il y a aussi plus d'informations après disponibles sur le site des EPPermed. C'est un appel à projet sur 2 étapes. La première étape, donc la vraie clôture de cet appel à projet, est le 18 février 2025. Et l'étape 2 se termine le 17/6 2025. Mais il faut aussi bien regarder les horaires. C'est très important de bien envoyer la proposition dans le temps. Bien sûr, côté ANR, on reste Mylène Vaillancourt et moi-même votre point de contact pour des questions autour de cet appel à projet. Par contre, si vous êtes par exemple coordinateur, vous avez des questions plus précises pour cet appel à projet et pour sa globalité, pour votre consortium, vous pouvez également contacter le secrétariat de l'appel à projet qui est situé à DLR en Allemagne. Et j'ai un dernier diapo. Pour être toujours, pour avoir les nouvelles et les informations les plus récentes de ce partenariat, je vous recommande de vous inscrire dans le newsletter. Dès qu'il y a un appel à projet annoncé ou lancé, il y a un envoi par ce newsletter. Donc, c'est peut-être le moyen le plus adapté pour être vraiment au courant des activités EPPermed. Par exemple, il y a aussi, pour vous, juste parce que je n'ai pas fait un diapo pour ça, il y a une conférence avec un focus sur la recherche médecine personnalisée le 11 et 12 février à Berlin, organisée par l'EPPermed. Toute cette information est disponible sur le site de EPPermed. Ben voilà, c'est tout ce que j'aimerais bien participer. Et s'il n'y a pas de questions, j'aimerais bien donner la main à ma collègue Martine Batou pour présenter le partenariat ERA for Health. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. Alors, le partenariat ERA4Health est un partenariat pour promouvoir l'espace européen de la santé. Prochaine diapositive, s'il te plaît, Florence. Donc, il a 4 objectifs spécifiques qui sont de soutenir la recherche médicale pertinente, qui inclut aussi les études cliniques et les interventions, et dans le but de prévention, de diagnostic et de thérapie. Notre objectif est d'améliorer l'utilisation des technologies de la santé existantes dans la pratique clinique, avec notamment le lancement d'appels d'études cliniques. Le 3e objectif est de renforcer les capacités, notamment en soutenant la recherche multidisciplinaire, mais aussi la mise en connexion, en réseau, pardon, des différents chercheurs et aussi un développement de la formation. Et le 4e et dernier objectif est de mettre en œuvre et faire progresser la pratique de la recherche et de l'innovation responsable, qui a pour but d'anticiper et d'évaluer les implications potentielles et les attentes de la société. Et pour information, ERA4Health a élaboré un guide sur la recherche et l'innovation responsable qui permet aux chercheurs, lorsqu'ils commencent à implémenter ou à élaborer un nouveau projet, de se poser toutes les questions nécessaires pour bien mettre en place une recherche, une innovation responsable. Donc, la particularité du partenariat ERA4Health est qu'il est il a 2 phases différentes. Pardon. La première phase est vraiment de financer la recherche dans les domaines prioritaires de l'agenda stratégique d'ERA4Health, c'est-à-dire la santé publique, la nutrition, les maladies cardiovasculaires et la nanomédecine. Mais aussi, c'était d'établir un cadre pour soutenir les études cliniques multinationales initiées par un chercheur appartenant au secteur public. Donc, cette première phase a débuté depuis novembre 2022. Et la deuxième phase va bientôt débuter. Donc, la deuxième phase sera attribuée à ERA4Health seulement si ERA4Health était parvenu pendant sa première phase de lancer au moins 3 appels à projets et un appel à projet pilote sur les études cliniques. Donc, ce qui est le cas puisque nous en avons lancé 4 appels à projets et comme vous allez voir bientôt, nous avons ouvert notre appel à projet pilote sur les études cliniques. Et la deuxième phase ressemblera en partie à la première phase avec des appels à projets pour des projets de recherche dans les priorités de recherche et aussi des AP maintenant pour les études cliniques multinationales initiées par un chercheur qui permettront d'adresser les besoins en santé publique. Donc, on s'attend que cette deuxième phase débute en juin ou septembre 2025. Et vous voyez que pour nous, cette deuxième phase est vraiment très importante car c'est vraiment la phase avec un budget le plus important. Donc, la Commission européenne est prête à mettre 80 millions d'euros sur cette deuxième phase et les pays membres devront alors mettre eux de leur côté 270 millions d'euros. Donc, est-ce que tu peux cliquer sur une fois? Il y a des informations qui manquent, désolée pour ça. Donc, les partenaires de la phase 1 sont les suivants. Donc, il y avait 37 partenaires de 24 pays, dont 19 membres de l'Union européenne, 3 de pays associés à Horizon Europe et 2 pays tiers. Nous, pour la deuxième phase, on essaye d'intégrer davantage de partenaires qui pourront financer les études cliniques, même si certains d'entre eux ont déjà été intégrés dans la première phase pour pouvoir lancer cet appel à projet pilote. Prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, il s'agit d'une présentation très brève de cet appel à projet pilote sur les études cliniques qui s'appelle Effectrial. Alors, pourquoi je la fais brève? C'est parce que l'ANR ne participe pas, mais la France est bien représentée par la DGOS. Donc, la DGOS met 2 millions d'euros sur cet appel à projet, donc qui a pour but de favoriser les essais pragmatiques d'efficacité comparative dans les maladies non transmissibles. Donc, les maladies éligibles, vous les avez en gras tout en bas de la diapo, donc les maladies cardiovasculaires, les troubles du métabolisme,
les maladies liées à la nutrition et au mode de vie, et aussi les maladies respiratoires non transmissibles. Donc, tout comme la plupart des appels à projets, donc un webinaire a déjà été organisé le 27 novembre, mais si vous n'avez pas pu y assister, vous pouvez toujours le regarder. Il y a le lien sur la page du site des RAFORELF sur la page de l'appel à projet. Et donc, vous avez aussi le point de contact du secrétariat de l'appel à projet et aussi celui de la DGOS. Et j'aimerais attirer votre attention sur le mécanisme de financement qui est un petit peu différent des autres appels à projets. Et un avantage pour ce type d'études. Donc, d'habitude, tous les partenaires des projets sont financés par leur agence de financement respective. Mais dans ce cas, il y aura 15% en plus de financés qui proviendra directement du financement que l'on reçoit de la Commission européenne et qui permettra de financer les activités qui sont transversales au consortium. Par exemple, la distribution de médicaments ou des choses comme ça. Donc, lisez bien le mécanisme de financement et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le secrétariat de l'appel à projet, c'est très important. Donc malheureusement concernant les appels à projets précliniques, je ne peux rien vous présenter aujourd'hui. Mais sachez que nous travaillons actuellement sur un appel à projet qui devrait permettre de financer la recherche pour comprendre les interactions entre le système cardiovasculaire et les autres organes ou bien les maladies cardiovasculaires et les maladies liées à la pathologie d'autres organes et aussi leur traitement. Donc, on est encore en train de récolter assez d'intérêt des agences de financement pour pouvoir lancer l'appel à projet, mais soyez vigilants, s'il se peut que cet appel à projet soit préannoncé ce mois-ci. Donc, voilà. Comme Monica l'a dit, surtout c'est pareil pour RAFORELF, on a des newsletters, des réseaux sociaux que vous pouvez suivre pour être informé le plus rapidement possible des actualités. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Vous pouvez aussi également lever la main, bien évidemment, si vous avez des questions. Ok, alors, je vois une main. Oui. Bonjour, je vais poser la même question. On vous entend très mal. Je vais poser la même question que pour l'appel neuro. Est-ce que le cancer, par exemple le cancer du poumon, qui est énormément lié à la cigarette, peut être considéré comme éligible sur cet appel Lifestyle. Lifestyle. Sur l'appel à projet pilote des études cliniques, oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Je ne pourrais vous dire. C'est vraiment c'est important que vous adressiez au call secrétariat et en plus, même le call secrétariat, je pense que ça dépendra beaucoup des décisions du comité d'évaluation. Donc, si rien ne l'empêche, vous pouvez sûrement postuler, mais ce qui est important de voir, c'est que cet appel à projet est vraiment la comparaison de différents traitements. Oui, non, mais il peut y avoir des initiatives en cancer du poumon, de comparaison de différents traitements. Voilà. Et savoir si les cancers du poumon ou les cancers digestifs peuvent être considérés comme des cancers éligibles pour des causes de lifestyle. Et, Voilà, comme je vous ai dit, on ne participe pas, donc je n'ai pas toutes les exclusions en tête, mais regardez dans le texte de l'appel à projet si c'est exclu. Si ce n'est pas clair, contactez le call secrétariat. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voudrais juste rajouter, c'est vrai que je précise jamais parce que c'est un peu particulier. J'ai un compte LinkedIn privé, enfin à mon nom, donc c'est pas au nom de l'ANR, mais en général, les appels à projets,
que l'ANR lance ou que moi, dans lesquels je suis particulièrement impliquée, je les diffuse en fait sur mon compte LinkedIn. Donc c'est quelque chose que vous pouvez suivre aussi si vraiment vous voulez pas être abonné à des newsletters de chacune des initiatives internationales. On le fait tous et toutes un peu d'ailleurs. Voilà. Florence, il y a une nouvelle question Oui. dans le chat sur la participation UK. Tu la vois ou tu veux que je... Non, je peux pas voir le chat du... Ah bah je peux arrêter de partager mon écran en fait, c'est vrai. Voilà, alors attends. C'est à quel niveau? C'est l'avant-dernière question. C'est en anglais, pardon. Apologies for re-asking similar question, but to be clear on your DERA and participation, even if... So, I may answer in English if that's more convenient for you. So, on this JTC 2025 call, there is no UK funder like NIH or the Wellcome Trust or like all the funders we contacted were not interested to participate in our calls. So since in principle we fund the teams, each funder fund their teams from their own country or their own region, if it's like Italy or Spain. This is the way these calls are working out. UK cannot participate as a full member partner of each consortium because there is no UK funder. But as we mentioned, they can be collaborator coming with their own funding and participate in the participate still in the consortia, but they have to come with their own funding. This is a problem. I hope it is clear. Et même peut-être pour ajouter encore un peu plus de complexité, parfois on peut avoir des agences de financement qui participent au partenariat, mais qui décident pour une raison ou une autre de ne pas participer à un appel à projet d'une certaine édition. Donc vous pourrez toujours voir ce financeur être dans le partenariat, mais ne pas participer à une édition particulière. Donc les partenaires de recherche ne seront pas des partenaires éligibles. En fait, les partenaires britanniques sur RDRA ont souhaité quand même, certains ont souhaité participer à certaines activités additionnelles, qui sont les Clinical Research Network, par exemple, parce que là, ils reçoivent des financements de la commission directement. Il y a aussi un petit peu d'in-kind. Mais la participation dans les Joint Transnational Calls, c'est vraiment sur la volonté de chacun des pays. Nous, on a fait remonter depuis ces 10 dernières années, même 15 dernières années, depuis le début de ERA, que les chercheurs britanniques auraient aimé participer à ces consortia, notamment via les ERNs, et ça n'a jamais été possible. Donc, on est vraiment désolé, mais on ne sait plus quoi faire pour intéresser les financeurs britanniques. Voilà. Je pense qu'il y a une question à l'organisation du webinaire en général. Catherine, peut-être c'est quelque chose à réfléchir pour l'année prochaine, mais normalement, ces webinaires est pour présenter les appels à projets organisés où l'ANR participe ou au moins est partenaire dans le partenariat. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on a besoin de réfléchir. Et on va discuter. C'est exactement la réponse écrite que je m'apprêtais à faire. Parfait. Et si je peux compléter la question regarde UK, il faut savoir qu'ils vont intégrer ERA4Health dans la deuxième phase pour financer les études cliniques.
Ok, s'il n'y a plus de questions, on pourrait peut-être même clôturer le webinaire. Qu'est-ce que tu penses, Catherine? Oui, on peut tout à fait. Je voulais juste ajouter au Tirvan, si tu es toujours là, j'espère que tu as vu dans le chat les éléments fournis par Antoine Camp sur IRAF. Oui, j'ai vu. Donc, c'est pas pour nous. Bon, tant pis. Merci. C'est rien. Eh bien, effectivement, s'il n'y a plus d'autres questions ou remarques, ben, je vous propose de stopper ici. Après, comme nous et mes collègues de l'ANR l'ont dit, hein, on reste à votre disposition sur les différents appels à projets qui ont été mentionnés. La présentation ne s'arrête pas forcément à ce matin. Je vous dis à bientôt et puis une bonne semaine. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne semaine à tous et toutes. Merci, au revoir.